de donner au public ce qu'ils veulent. Parce qu'apparemment, c'est la recette de la réussite sur YouTube. Donc, on va voir cette vidéo d'analyse, ou en tout cas de LCI qui dit armement européen, c'est déjà trop tard. De quoi parle-t-il? Ce fameux Oedipe, au nom si étonnamment choisi, c'en est au point mort complet. Qu'est-ce qui bloque véritablement aujourd'hui, Claude Blanchemaison? On parle là du projet d'acheter en commun, hein. C'est un fonds commun finalement pour se munir d'un armement au niveau européen. C'est quoi le problème? Je crois que l'essentiel vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet la France a comme position que l'argent européen, communautaire, doit servir à acheter des armes communautaires fabriquées en Europe et pas en Corée du Sud ou aux États-Unis. Alors là... Donc, premier point que nous apprenons, apparemment il y avait un projet d'armement commun des alliés et que ici ça bloque parce que la France, elle, contrairement aux autres qui disposent d'un secteur militaro-industriel important qui fabrique des armes, voudrait sans doute faire comme les États-Unis avec le temps, être celle qui capte cet argent qui est mis à disposition pour acheter des armes. Or, la plupart de ces membres de pays européens appartiennent eux-mêmes à l'OTAN. Et donc, quand on parle de l'OTAN, il faut acheter des armes aux États-Unis, parce que c'est inscrit, je crois, dans les articles de l'OTAN. Et aussi, les autres n'ont pas forcément envie de nourrir le secteur le secteur de l'armement français au profit ou aux dépens de la leur, ou surtout des bons deals qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. La Corée du Sud commence à trouver d'ailleurs la parade, puisqu'elle est en train d'installer une usine sur le sol européen. Mais la France dit, ah ben non, c'est pas vraiment, bien sûr juridiquement, ce sera une entreprise européenne, mais sur le fond, c'est de l'armement coréen. Donc il faut privilégier l'armement européen et susciter en effet des vocations. Alors la France a une industrie de l'armement conséquente, ça n'est pas le cas de tous les pays. Et effectivement, il y a plusieurs... C'est la France qui bloque en gros, grosso modo, pour résumer. Oui, mais il y a peut-être un autre facteur qui est le facteur purement financier. Lorsqu'on a eu la crise du Covid qui a apparu pour tout le monde existentielle en effet, puisque les vies étaient en danger, eh bien l'Union européenne a inventé une facilité de financement. Elle a inventé pour la première fois de mobiliser en tant qu'Union européenne sa capacité d'emprunt. Compte tenu de la masse que représente le budget européen, évidemment l'Union européenne a une capacité d'emprunt sur le marché international considérable, qui n'était pas utilisée jusqu'à présent. Ce qui était pour un financier relativement scandaleux d'ailleurs. Et finalement on a eu beaucoup de mal à le faire accepter par les Allemands. Les Allemands ont fini par accepter et on a eu ce fameux emprunt de 750 milliards d'euros qui a été très largement souscrit et qui dont ensuite a été réparti entre les divers États membres pour sauver les économies lors de la crise du Covid. Et là, effectivement, il y a une proposition sur la table de faire la même chose pour l'armement européen. Mais là encore, la France dit, bah oui, c'est pour l'armement européen. C'est pas pour de l'armement qui viendrait ailleurs. C'est pas pour subventionner les industries américaines. Mais donc là, il y a un choix évident. Bah oui, mais sauf que ça serait pas non plus pour subventionner les industries françaises. Ah bah oui. Et en plus de ça, à part que la France elle-même utilise son armement, je ne sais pas sur quel théâtre de combat nous avons vu les armements français se distinguer. Parce qu'en Ukraine, la plupart des équipements français, à part le canon César, ne se sont pas du tout distingués. Tout à fait fondamental à faire. Est-ce qu'il y a l'urgence, est-ce qu'il y a le feu au lac au point que ce qui est urgent, c'est d'avoir des armes, d'où qu'elles viennent, ou est-ce qu'on profite de l'occasion pour faire émerger une véritable industrie de l'armement européenne? Les industriels, eux, ils construiront des usines et des chaînes de fabrication lorsqu'ils auront les commandes. Lorsqu'ils auront les commandes fermes. Sinon, évidemment, ils n'investissent pas. Et les commandes fermes, qui peut les passer? Les États. Bien sûr. Or, les États n'ont pas les moyens de les passer, sauf s'il y avait cette nouvelle facilité de l'ordre de grandeur de ce qu'on a fait pour le Covid. Donc, en gros, les Européens, ils parlent trop, ils ont que la bouche, mais ils n'ont pas d'argent. C'est que nous savions déjà. Ils sont là en train de croire qu'ils sont encore les boss du monde, alors qu'ils ont du mal
à trouver de l'argent. L'Allemagne avait annoncé qu'elle doublait son budget et qu'elle allait reformater son secteur militaro-industriel. On a bien vu que même eux, ils ont du mal à trouver l'argent. Et donc, ces gens-là voudraient, une fois de plus, non pas prendre leur argent pour financer cet armement qu'ils n'ont pas, ils voudraient prendre des dettes qu'ils vont mettre sur le dos de leur population pour dilapider l'argent comme ils ont fait avec le Covid. Parce que maintenant, toutes les études montrent que la plupart des décisions qu'ils ont prises pour le Covid étaient injustifiées. Et surtout, les choses qu'ils ont fait avec cet argent, financer des études qu'ils savaient inutiles, acheter des médicaments qu'ils savaient inutiles, contre toute procédure de vérification et tout ça, ils voudraient que les gens leur fassent encore confiance pour qu'ils empruntent de l'argent pour de l'armement et une armée qui, si la Russie gagne et la Russie s'arrête là, sera une fois de plus injustifiée. Parce que c'est l'OTAN elle-même qui fait peur aux Européens en leur obligeant à se surarmer. Mais ils vont se surarmer. Oui, mais pour faire quoi après? Parce que si la Russie s'arrête, tous ces soldats, toutes ces lignes comme il a dit, toutes ces lignes de fabrication qui vont être mises en place vont servir à quoi? Ça va être encore de l'argent gaspillé, ça va être encore des trous dans le budget. Regardez la France, dans quel état elle est. Les Français on est en train de leur mettre la corde au cou parce que l'État est déficitaire. Pourquoi? Parce que Macron a fait le confinement, Macron maintenant doit faire face aux faillites en cascade des entreprises françaises, le budget est dans le trou, on ne peut plus aider. Pourquoi? Parce que Macron et tous ces idiots ont voulu suivre les bêtises des Young Leaders et de l'OMS. L'OMS elle-même qui est en train de nier toute implication dans les décisions qui ont été prises par les gouvernements pendant le Covid. Ils ont dit, ils n'ont jamais obligé qui que ce soit à faire ça. Alors que les gouvernements eux-mêmes, ils ont pris des lois dans leur système interne pour dire qu'ils remettent l'autorité sanitaire de leur pays aux mains de l'OMS si jamais il y a pandémie. Donc d'un côté, l'OMS dit, moi j'impose rien aux États, et les États, pour justifier le n'importe quoi qu'ils vont faire et se déresponsabiliser des décisions qu'ils ont prises, ils ont décidé de rendre l'OMS responsable des normes qu'ils vont appliquer au sein de leur pays. C'est du n'importe quoi. C'est vous montrer à quel point ces gens-là se foutent de votre gueule. Et maintenant, ils veulent prendre un emprunt de presque 700 milliards pour aller s'équiper pour faire quoi? Parce que de toute manière, on sait que jusqu'à ce que cette guerre soit finie, personne ne sera en mesure de se mettre en face à face avec la Russie. Plutôt que de pousser l'Ukraine à négocier et d'arrêter son bain de sang, ils veulent s'équiper, mais s'équiper de quoi? Pour faire quoi? Et après, quand ils viendront encore, quand ils vont faire n'importe quoi avec l'argent et que l'argent sera fini et qu'on va constater les déficits, et là encore, ils vont dire encore aux populations, c'est vous qui devez trinquer. On a acheté de l'armement parce qu'on se pensait menacé avec la Russie, maintenant c'est pas vrai, c'est trop tard. Vous devez payer encore. C'est techniquement possible. La France a raison de faire de la résistance. C'est une question aussi d'autonomie en matière de défense. Richard Wehrli. Alors, la France a raison d'insister sur la nécessité d'une industrie de défense européenne. Oui. Parce qu'à terme, et en plus on a l'exemple maintenant avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, on ne sait pas ce qui peut se passer, et lorsqu'une crise surviendra, la garantie de sécurité américaine d'hier ne sera peut-être plus celle de demain. Donc oui, elle a raison. Après, la France doit quand même aussi admettre qu'il y a des secteurs entiers sur lesquels on n'est pas capable de produire des équipements de dernière génération dont les armées ont besoin. Et un des grands échecs européens, c'est quand même les drones. C'est un des grands échecs européens. Or, la guerre en Ukraine a démontré que le drone est un instrument décisif sur le champ de bataille. Donc, il y a sans doute aussi une réflexion sectorielle à avoir. Certains secteurs exigent de s'approvisionner là où se trouvent les meilleurs produits disponibles. Sur d'autres, eh bien, la défense européenne doit aussi être nourrie par une industrie européenne. Après, un élément également, c'est l'élément, j'allais dire, culturel au sens militaire du terme, pour un certain nombre de pays, et il se trouve que ça concerne l'Allemagne et les pays baltes notamment, il y a une révolution culturelle à faire, parce que ces pays étaient
habitués, étaient littéralement biberonnés à aller prendre leurs consignes et leurs armes à Washington. Oui. C'était l'habitude. Tout leur état-major a été formé comme ça. C'est l'OTAN. Eh bien, ça, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, sauf que les révolutions culturelles, c'est comme les révolutions industrielles, elles n'arrivent pas en claquant des doigts. Et comment on fait évoluer ça, Marc Chassillon? Bonjour, hein, vous êtes avec nous à distance. Comment on fait Bon, franchement, vous constatez l'aberration de l'Europe et pourquoi on n'est pas prêt de voir une Europe capable de s'opposer à la Russie et surtout pourquoi Zelensky a raison de dire que c'est l'Ukraine désormais qui protège l'OTAN. Parce que vous voyez, ils n'ont pas d'armement et on sait qu'ils n'ont plus de munitions et on sait que Veille stratégique l'a démontré. Ils n'ont pas de quoi fournir des armes aux Européens, à l'Ukraine, comme on l'a vu hier. Et ils sont partis prendre les armes que Israël a confisquées au Hezbollah et en Syrie, maintenant qui vont être rapatriés en Ukraine, plus certains missiles patriotes qui vont être rapatriés en Ukraine. Avant, Israël ne le faisait pas, parce que Netanyahou se rebellait ou n'acceptait pas l'autorité de Joe Biden, mais il ne peut pas faire le malin avec Donald Trump. Et donc, l'Ukraine, comme la négociation n'a pas encore commencé, et pour éviter que ce soit les États-Unis qui sortent leur stock ou ne payent leur argent, ils ont décidé de demander à leur proxy Israël de directement livrer les armes qu'elle a confisquées dans les différents conflits qu'elle avait, de les donner à l'Ukraine. Et maintenant, on va attendre cet expert qui va nous donner son opinion et après on va arrêter avec cette vidéo. Évoluer ces mentalités justement, ces habitudes qui ont été prises pendant des années. Est-ce que, par exemple, la France a offert l'équivalent en termes de qualité d'armement ? Bonjour à tous. Oui, alors, comme il a été dit sur ce plateau, il y a effectivement une affaire de mentalité. Et puis, je rappelle que l'Europe, c'est 27 pays, et que ces 27 pays ne partagent pas la même appréhension de la menace, suivant que vous êtes portugais ou suivant que vous êtes un État balte. La menace russe, elle est tout à fait relative. Et puis, je rappelle aussi que, par exemple, pour les Grecs, la menace, elle n'est pas en Russie, elle se trouve de l'autre côté de la mer Égée, en Turquie. Donc, si vous prenez, si vous interrogez, si vous voulez, chaque pays européen sur son sentiment sur les menaces potentielles qui pèsent sur lui, vous allez avoir 27 réponses différentes, je le crains. Donc, alors, ensuite, au-dessus de ça, il peut y avoir un sentiment européen de communauté de destin, si vous voulez, qui fait que finalement un Portugais ou un Grec pourrait se sentir quand même un peu concerné par une agression de la Russie vis-à-vis de l'Estonie ou d'un pays balte. Ça, c'est tout à fait possible, mais si vous voulez, c'est pas le cœur de leur réflexion stratégique. Alors ensuite, l'étape supérieure qui consiste à avoir une industrie européenne, évidemment, nous l'appelons tous de nos vœux, sachant que dans cette affaire, il faut pas faire preuve de naïveté non plus, parce que au sein des industries européennes, il y a une très féroce compétition entre nous pour gagner des marchés, tout simplement parce que dans certains secteurs, il y a un peu trop d'acteurs et que ce n'est pas la coopération qui va résoudre les problèmes, c'est le fait que certains vont mourir. Vous pouvez donner un exemple, et qu'il va falloir les laisser sur le carreau pour que les autres puissent vivre. Donc tout ceci n'est pas un monde de bisounours. Vous pouvez nous donner un exemple de ces secteurs où il y a justement beaucoup de concurrence ? Un secteur que je connais par cœur, c'est le secteur de l'armement terrestre, le secteur des blindés par exemple, et de l'artillerie. Vous avez aujourd'hui en Europe beaucoup trop d'acteurs pour se partager le marché, et en plus ces acteurs se battent sur les marchés export, ce qu'on appelle le grand export, par exemple le Moyen-Orient ou l'Asie. Et aujourd'hui vous avez ceux qui ont une stratégie et qui l'appliquent. Exemple, les Allemands. Voilà, les Allemands ont pour ambition l'hégémonie totale et parfaite en Europe dans le domaine des blindés, en particulier des chars, et bientôt de l'artillerie. Donc eux au moins ils ont une stratégie, nous n'en avons pas, et je le déplore. Mais c'est comme ça. Dans le domaine d'aéronautique, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez aujourd'hui, la maison Dassault
c'est une épine plantée dans le pied des Américains et en particulier et aussi des Allemands. Et Dassault, ça irrite, l'existence même de Dassault irrite tout le monde. Voilà, tout le monde voudrait que tout ça se soit sous le haut patronage ou l'égide d'Airbus, mais que Dassault n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose que il faut impérativement prendre en compte parce que, encore une fois, ce n'est pas un monde de bisounours. Nous sommes en compétition les uns contre les autres au sein même de l'Europe pour les marchés européens et pour la conquête des marchés export. Et donc tout ça, ça doit être dans l'équation. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie française est vent debout face à cette initiative EDIP, parce que ce qui n'a pas encore été dit, c'est que l'initiative EDIP, elle prévoit jusqu'à 1/3 de participation d'industries militaires étrangères et en particulier américaines au processus dit d'achat commun des Européens. Et là, ce que M. Lecornu a rappelé, il a dit mais il est hors de question que l'on s'endette, nous Européens, pour faire tourner la machine de guerre américaine ou la machine de guerre sud-coréenne ou la machine de guerre israélienne, qui sont aussi les deux autres pays qui profitent beaucoup en ce moment des budgets de défense européens. Donc vous voyez que l'équation. Bon. Elle est très très complexe et il ne faut pas oublier ce que j'appellerais la réalité des prix, qui est que il y a une industrie qui doit vivre, qui doit être rentable, qui ne peut pas dépenser de l'argent en investissant n'importe comment. Et il y a même en ce moment dans certains couloirs, on dit dans l'industrie que finalement, si on arrive à un espèce de cessez-le-feu, enfin disons une situation de non-guerre, je vais pas la qualifier, en Ukraine, bon, c'est peut-être pas la peine de continuer à investir. On va peut-être pouvoir lever le pied de l'accélérateur. Donc, vous voyez, c'est très très complexe. Ouais, merci Marc Chassaigne. Voilà. Donc, en gros, au-delà même du fait qu'ils n'ont pas autant d'armement que la Russie ou que les Américains, ils se tirent la bourre entre eux. Et chacun a son secteur de compétences. Et en plus de ça, dans ce qui est prévu, eux-mêmes, ils ont prévu la place pour la concurrence américaine, coréenne et israélienne. Donc, je ne sais même pas quoi penser de cet épisode. Moi, tout ce que ça me montre les incohérences qu'on voit ici depuis le début et de pourquoi, quand ces gens-là disent que soi-disant, ils vont renverser les choses contre la Russie, eh bien, ces gens-là sont en train de rêver ou alors sont en train de faire je ne sais pas quoi. Donc, parce que la Russie, elle a une méthode ou alors elle est un pays qui produit tout elle-même, qui n'a pas besoin de se mettre en accord ou quoi que ce soit et surtout qui n'a pas besoin d'aller lever des dettes pour un armement dont peut-être qu'ils n'auraient pas besoin. La Russie, elle en a besoin. Eux, ils n'en ont pas besoin. Et vous voyez bien qu'il y en a certains qui, face à ce qu'on leur demande de faire pour aller au niveau de la Russie, ils savent qu'après, ils vont se retrouver à devoir faire des licenciements, fermer des usines et ne pas savoir quoi faire de tout cet investissement qu'ils vont faire. Parce qu'après ça, tu vas écouler tout ce stock ou toute cette production, tu vas l'écouler où une fois le conflit fini. Ce qui semble le cas, parce que quand on voit l'état du front ukrainien, ils n'ont plus d'hommes. Donc même si tu produis ces armes, c'est pour les vendre à qui, pour que qui les utilise. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur soi-disant les armements européens. Une fois de plus, nous voyons que l'Europe ne fait que rêver.